Bonsoir Marie-Virginie Klein. Bonsoir. Vous êtes conseillère en communication, homme ou femme d'ailleurs. Mixte. Mixte, vice-présidente de Willa, une association qui accompagne les femmes entrepreneurs. Et vous venez de publier ce livre, Femmes dirigeantes, comment elles ont osé. C'est chez Plomb. Pourquoi oser? On dit rarement d'un homme chef d'entreprise ou d'un homme politique, il a osé pour en arriver là. J'ai été frappée en rencontrant ces 12 femmes numéro 1, de voir à quel point être une femme dirigeante, c'était différent d'être un homme dirigeant, et notamment pour y accéder. Qu'il s'agisse de la patronne de Radio France, Sybille Veil, la patronne du groupe Newen, Bibiane Godefroy, toutes m'ont fait part à un moment ou à un autre du syndrome de l'imposteur qu'elles ont ressenti et qui continue même encore aujourd'hui de les poursuivre. Alors on va revenir sur ce syndrome de l'imposteur, vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Juste quand même une remarque que je me suis faite là, puisque c'était il y a quelques jours, on a appris la nomination du nouveau patron d'Orange, qui est une patronne maintenant, qui s'appelle Christelle Edman. Ça, pour le coup, c'est une progression. C'est une très bonne nouvelle, c'est une grande progression. On a maintenant 2 femmes au CAC 40, donc 2 femmes sur 40, ça reste quand même un chiffre modeste. Bientôt 3, voilà, à l'été. Donc Veolia et Orange. Voilà, trois belles entreprises du CAC 40. Après, vous avez peut-être remarqué aussi, ce matin, on a annoncé les 40 entreprises les plus prometteuses dans la tech. Et parmi les fondatrices, il y en a 0. En fait, il y a 0 femme dirigeante parmi les 40 entreprises de demain. Ça, c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit que dans la tech, donc la technologie, les nouvelles start-up, les licornes, qui sont les entreprises qui sont valorisées à plus de 1 milliard d'euros, on aurait plutôt tendance à se dire que c'est un milieu très dynamique, très jeune, avec peut-être plus d'ouverture. C'est le cas, c'est des personnalités qui sont très agiles et c'est un écosystème qui peut s'adapter facilement. Mais on dit toujours que finalement, il n'y a pas vraiment de problème à être une femme dirigeante. Moi, je constate que si, puisque dans la nouvelle économie, il n'y a pas une seule femme patronne. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui bloque dans la nouvelle économie ou dans l'ancienne économie? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On donne l'exemple souvent peut-être de discrimination, d'un club masculin, de hauts dirigeants masculins qui défendraient leur précaré. Est-ce que c'est pas un peu caricatural aussi? Est-ce que ça vient pas parfois aussi de nous, si je me mets dans les femmes, à l'autocensure, à s'empêcher soi-même? C'est exactement ça. Il y a 3 choses qui bloquent. La première, c'est qu'on n'a toujours pas résolu ce sujet de la maternité. C'est entre 30 et 40 ans qu'on fait des enfants. C'est entre 30 et 40 ans, grosso modo, qu'on construit une carrière professionnelle. Et on ne dédramatise pas ce sujet. Et il y a beaucoup de femmes qui sont empêchées ou qui s'empêchent elles-mêmes d'arriver dans les premières positions à cause de ça. Il y a aussi ce sujet de l'autocensure. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tellement intériorisé nous-mêmes les contraintes extérieures, le regard que la société nous porte, qu'on les intériorise et qu'on s'interdit nous-mêmes d'avoir de l'ambition. Et alors, ça se manifeste comment, très concrètement? Vous avez rencontré ces femmes? Alors, par exemple, donc, dans la nouvelle économie, on a Kate Borlogan, qui était la patronne de la mission French Tech, qui nous dit, pour moi, ce poste, c'était pour un mec en costard bleu. On a aussi Sybille Veil, par exemple, qui nous dit, moi, la patronne de Radio France. Tout à fait. Je travaille 2 fois plus. Agnès Verdier-Molinier. Et qui vous dit d'ailleurs, elle aussi, je fais une incise, qu'elle a passé l'ENA, qu'elle n'en avait pas forcément besoin, mais qu'elle l'a fait pour se rassurer et rassurer son entourage. Complètement, comme un peu un parcours initiatique. On a même, même NKM, à un moment, elle me dit, moi, voilà, une vie politique, ça ne peut pas se construire par séquence. On doit tout faire en même temps. On fait des enfants, on construit sa carrière, et on y va en même temps. On a Agnès Verdier-Molinier. Si on regarde 3 minutes ce qu'on dit d'elle sur les réseaux sociaux, elle est attendue 2 fois plus qu'un homme au tournant. Donc, pour résumer, un homme, pour arriver à la première place, il doit gravir l'Everest, c'est déjà haut, mais une femme, c'est l'Annapurna, dont la pente est 2 fois plus longue et 2 fois plus raide. Dans le combo de tête des discriminations, vous parliez de la maternité, il y a l'argent aussi. Vous donnez l'exemple dans votre livre de Bibiane Godefroy, donc la présidente de la boîte de production Newen, qui vous raconte sa sidération quand elle apprend que tous ses collègues ont été augmentés, sauf elle. Et on lui répond, mais votre mari gagne de l'argent, non? Donc ça, c'était il y a quelques années, mais ça reste encore
encore vrai. Il y a énormément de biais de perception et de façon même dans laquelle on perçoit une femme qui les bloque aujourd'hui. Après, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on est à un point de bascule et on voit bien que plus rien... C'est en train de changer petit à petit. D'abord, les mentalités sont énormément en train de changer et d'ailleurs, c'est depuis aussi la vague MeToo, hein, on ne peut plus s'exprimer comme avant, mais il y a énormément de femmes qui n'acceptent plus ce genre de comportement et qui même en arrivent à changer la façon dont elles gouvernent elles-mêmes. Si on prend Stéphane Pallez, Stéphane Pallez donc, qui est la présidente de Française des Jeux, elle-même, elle me dit, bon, moi j'encourage les hommes dans mon équipe à prendre leur congé paternité, parce qu'il y a les femmes qui n'osent pas demander des augmentations de salaire, il y a aussi les hommes qui, vis-à-vis des regards masculins de leurs collègues, n'osent pas prendre leur congé paternité ou dire, bah, moi, une fois par semaine, je vais aller chercher mon enfant à la crèche. Ça va dans les deux sens. Donc ça va dans les deux sens. Il y a aussi les quotas, bien sûr, qu'ont imposé un pourcentage, 40% il y a 10 ans, avec la loi Copé-Zimmermann, 40% de femmes dans les conseils d'administration. Une loi qui vient de passer il y a peu, la loi Rixin, qui va imposer 40% de femmes dans les instances dirigeantes. Ça peut être efficace. C'est efficace. Alors, mettre des femmes dans les positions de numéro 1 ou même de numéro 2, on ne le fait pas par altruisme. On le fait parce qu'on sait bien qu'une entreprise mixte est 2 fois plus performante quand le management est mixte. Et d'ailleurs, vous donnez l'exemple de la présence des enfants. Vous dites qu'il faut dédramatiser dans les évolutions parce qu'il va bien falloir s'y faire. Vous dites que la femme n'a jamais été autant l'avenir de l'homme. Il va falloir qu'on s'adapte au mode de vie et très souvent les femmes sont davantage sollicitées au niveau de la famille par exemple. Eh bien on pourrait faire venir, il faudrait autoriser les enfants au travail, c'est un exemple que vous donnez. Alors c'est Anne Lauvergeon donc, qui était patronne d'Areva et avant de la Cogema, d'ailleurs elle le dit explicitement, on m'a donné ce poste parce que la Cogema à l'époque était l'entreprise la plus détestée de France, sinon on n'aurait jamais donné ce poste-là à une femme mais à un homme parce que quand tout va bien on donne les postes aux hommes et elle a dit moi je voulais tout faire pour que le travail ne soit pas l'ennemi de mes enfants et inversement. Alors une fois par semaine, tous les vendredis, elle emmenait ses enfants au bureau, ils aidaient un petit peu chacun à travailler et elle les emmenait une fois par an en voyage d'affaires. Et c'est une façon très forte de réconcilier le travail et la famille et les femmes n'osent pas prendre ce genre d'initiative. Quand elles sont numéro 1, elles peuvent le faire. Quand elles sont numéro 2, numéro 3, c'est à elles peut-être aussi à un moment de faire évoluer les mentalités. Et puis, en attendant, le Bernard Tapie au féminin n'existe pas. Et ça, c'est une phrase de vous. Ouais. Voilà. Et vous dites, c'est vrai que quasiment toutes ces femmes dont je parle dans le livre, entre autres, elles viennent du sérail, elles ont fait un parcours d'excellence. À quand le Bernard Tapie féminin ? Exactement, ça c'est encore l'étape d'après. C'est-à-dire que toutes ces femmes, d'abord elles sont belles, elles sont très bien éduquées, elles sont blanches, elles ont fait des études de très haut niveau et surtout pour se rassurer elles-mêmes, mais il n'y a pas encore de femmes qui osent se lancer complètement à partir de rien. On peut penser à Xavier Niel, on peut penser à Bernard Tapie. Le Bernard Tapie au féminin n'existe pas puisque tout simplement il y a encore ce syndrome de l'imposture, cette autocensure qui est un combat qui est peut-être le plus gros des combats qu'on va devoir à vaincre aujourd'hui, c'est le combat qu'on a avec nous-mêmes. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais vous conseillez des hommes, des femmes. Est-ce que vous les conseillez différemment à poste égal ? Il y a autre chose, c'est qu'on ne peut pas avoir d'ambition de la même façon. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être un peu le don Juan de l'ambition, je le dis comme ça, alors qu'une femme, pour avancer, elle doit faire profil bas. Pensez à Angela Merkel, elle a cette phrase qui est rigolote, elle dit « Je ne suis pas vaniteuse moi-même, mais je sais très bien jouer avec la vanité des hommes ». Une femme, elle ne peut pas dire frontalement « Je veux être numéro 1, je veux doubler mon salaire, je veux ce poste ». Donc il faut y aller de façon plus à petits pas. Stratège, à petits pas, mais ça c'est pas un aveu d'échec ? Alors, on ne peut pas tout changer d'un coup, on ne peut pas tout bouleverser d'un coup et c'est une façon d'y arriver. Aujourd'hui, c'est majoritaire, mais je pense bien que ça changera. Et bien voilà, les conseils de Marie-Virginie Klein, évidemment plein d'anecdotes et plein d'informations passionnantes dans Femmes dirigeantes, comment elles ont osé, c'est chez Plomb. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les scandales qui secouent les EHPAD, on en parlait ici même hier. Moi, je vous dis à demain, bonne émission.